On continue le FPU Live, on continue notre point sur le Grand Paris et j'ai le plaisir de recevoir en plateau Thomas Hans. Bonjour Thomas. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous êtes président de l'association Acteurs du Grand Paris. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est Acteurs du Grand Paris ? Oui, les Acteurs du Grand Paris, c'est une association que nous avons créée maintenant il y a 10 ans, dans la foulée de l'accord État-région du 26 janvier 2011. Cette association rassemble 130 collectivités, institutions, grandes entreprises engagées dans la dynamique du projet du Grand Paris. D'accord, vous regroupez des acteurs privés, des acteurs publics, politiques ? Oui, alors la force de notre association, c'est d'être public-privé, pluridisciplinaire. Nous souhaitons fédérer le maximum d'acteurs qui sont engagés dans cette dynamique du projet du Grand Paris pour leur offrir un espace de dialogue, pour ouvrir un espace de coopération, de sorte à ce qu'au fond, chacun puisse accéder facilement, quand on est dans une entreprise, à la puissance publique et réciproquement. C'est l'idée que partager des activités ensemble, faire des animations ensemble, partager des expériences communes permet à la fois d'enrichir notre connaissance du projet, d'enrichir le projet lui-même, mais aussi de mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. Enrichir le projet, donc, est-ce que vous pouvez rappeler peut-être en préambule les objectifs initiaux du Grand Paris rapidement ? Oui, je crois que la meilleure définition du projet du Grand Paris, c'est Christian Blanc qui l'avait donné à la toute origine, en rappelant que le Grand Paris est un projet de développement territorial. On est au-delà de l'aménagement du territoire et on n'est pas sur une collectivité locale nouvelle. Ce projet, c'est une dynamique. C'est d'abord une vision posée par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République et qui consistait en gros en deux grands objectifs. À la fois améliorer la compétitivité de la région capitale dans un contexte de métropolisation des économies et de grande compétition entre les villes-mondes entre elles. Ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était d'améliorer la qualité de vie de la région capitale, du Grand Paris, et de faire en sorte que cette ville se transforme sur des objectifs de développement durable, de soutenabilité. À l'époque, on était sur les accords de Kyoto, et on parlait de la ville post-Kyoto, de la ville soutenable. Je crois que ça reste parfaitement d'actualité aujourd'hui, avec les enjeux posés par la COP21 d'une part, et avec les enjeux révélés par la crise du Covid d'autre part. D'accord, oui, c'est des enjeux qui ont été posés il y a une dizaine d'années, des objectifs. Pour vous, ça reste d'actualité, vous l'avez dit, c'est des enjeux qui doivent encore guider votre vision du Grand Paris, guider la vision des acteurs du Grand Paris. Oui, je pense même que les 10 années que nous avons traversées, non seulement confirment la vision d'origine, confirment globalement le plan d'action, mais vont même au-delà. La crise du Covid que nous avons rencontrée depuis maintenant un an rend encore plus impérieux ce besoin d'un meilleur fonctionnement de la région capitale, de la métropole parisienne, que ce soit en matière de mobilité. On l'a vu, les gens, et notamment les travailleurs clés, ont besoin parfaitement de se déplacer dans la ville, mais aussi en matière de logement, en matière d'habitat. Il y a encore de très nombreux défis qui restent à relever pour construire cette ville du 21e siècle, plus durable, plus soutenable, plus performante aussi au plan économique, le tout étant de continuer à améliorer la qualité de vie pour les habitants. D'accord, les objectifs initiaux doivent continuer à exister. Ils ont même été renforcés. Est-ce qu'il y a peut-être des nouveaux enjeux ? Vous en avez parlé rapidement avec la crise sanitaire, mais on peut revenir un peu plus en arrière. Est-ce qu'il y a des nouveaux enjeux qui se sont développés ces dernières années pour le Grand Paris ? Je dirais que du point de vue des acteurs du Grand Paris, vous avez compris, une force pluridisciplinaire, publique et privée. Ce qui est acté, parfaitement acté, c'est le déploiement parfaitement opérationnel des enjeux de transport en Île-de-France. Le Grand Paris Express est en pleine construction, les chantiers tournent à plein régime. La région Île-de-France, avec Île-de-France Mobilité, porte des prolongements de lignes ambitieux, de la modernisation des réseaux existants. J'ai envie de dire donc que si le Grand Paris était un livre, le premier chapitre en serait le volet transport et que par conséquent ce projet est parfaitement bien enclenché sur ses deux jambes, les réseaux actuels et le futur métro du Grand Paris. Pour autant, vous l'avez justement rappelé, il faut aller plus loin et il est vraiment maintenant temps de prendre à bras le corps le Grand Paris du logement. Comment on avance sur ces sujets ? Comment on va plus loin, justement, comme vous le dites ? Alors, comment on va plus loin ? D'abord, il se passe beaucoup de choses. On a souvent tendance à battre notre coulpe et à dire ça va pas assez vite. Si on regarde du nord au sud et d'est en ouest le Grand Paris, il se passe énormément de choses. Vous avez des projets d'aménagement extrêmement ambitieux. Vous avez des maires qui portent des projets de réhabilitation, des projets de logement qui sont considérables. Vous avez des sociétés d'économie mixte qui, là encore, transforment des quartiers avec toujours cette dimension d'amélioration de l'habitat en lien avec la transition écologique. Il se passe beaucoup de choses. Pour autant, et on le voit, les chiffres de construction de logements ne sont pas satisfaisants. En tout cas, ils ne sont pas à la hauteur des enjeux fixés, ne serait-ce que par la loi Grand
Paris qui précise que nous devrions, nous tous, opérateurs de la ville, construire 70 000 logements neufs de plus par an. Et évidemment, le compte n'y est pas aujourd'hui. Il a été atteint ce résultat il y a 2-3 ans à peu près. Et puis la crise, évidemment, du Covid a freiné considérablement cette dynamique. Or, on sait que la question du parcours résidentiel pour les franciliens, mais aussi que la question simplement de la qualité de vie dans les habitats est absolument cruciale, à la fois pour la vie quotidienne des habitants, mais aussi pour les enjeux écologiques. Refonder la ville sur elle-même, comme le prévoit le Grand Paris, limiter l'étalement urbain, la consommation de terres agricoles, c'est-à-dire refonder donc cette ville autour, on peut le dire, des 68 gares du Grand Paris Express, eh bien, c'est une dynamique qu'il faut créer. Et nous, acteurs du Grand Paris, essayons de contribuer à ce débat, essayons de fédérer l'ensemble des forces en présence autour de cet objectif et de créer le dialogue. Nous ne sommes pas un opérateur, nous ne faisons pas, mais nous pouvons inciter, guider, conseiller et donner notre avis. Et faire dialoguer les opérateurs privés, les politiques, les opérateurs publics, ça permet de faire avancer. C'est là votre place dans le Grand Paris. Tout à fait. Notre place, si vous voulez, c'est d'essayer de faire gagner du temps, de la compréhension à toutes celles et ceux qui sont engagés dans le projet du Grand Paris. On l'a vu grâce aux initiatives de la mairie de Paris avec Réinventer Paris, avec les initiatives de la métropole du Grand Paris et autour du projet du grand concours Inventons ensemble la métropole du Grand Paris. La région Île-de-France porte aussi ces projets. Ils ont un point commun. Ils hybrident la ville. Ils hybrident les initiatives. Ils hybrident les grands projets. Aujourd'hui, on n'a plus un grand projet qui n'associe pas le plus en amont possible les collectivités locales, les opérateurs privés. Et dans les opérateurs privés, une grande diversité. Il y a des groupements constitués d'investisseurs, de constructeurs, de promoteurs, d'architectes, mais aussi parfois de start-up qui trouvent des solutions innovantes. C'est une condition sine qua non pour faire avancer le projet du Grand Paris, de mêler les acteurs publics, les acteurs privés, comme c'est fait, comme vous l'avez évoqué, par exemple dans Inventons la métropole du Grand Paris. Mêler acteurs publics et privés, c'est une condition sine qua non pour la réussite du projet du Grand Paris. Alors je ne sais pas si c'est une condition sine qua non, c'est-à-dire qui ne peut pas ne pas être. En tout cas, c'est c'est un mode moderne de fabrication de la ville. On n'est plus dans les grands schémas de planification, on n'est plus dans des initiatives simplement du diffus avec les initiatives privées. On est dans une hybridation de cette manière de faire de la ville, d'associer le plus en amont possible les collectivités, les entreprises. Je note que c'est aussi ce qui permet peut-être d'avoir des opérations à l'échelle, c'est-à-dire de vraiment transformer des quartiers de ville et plus simplement des petits morceaux de ville. D'accord, transformer des quartiers de ville. Je reviens un petit peu en arrière. Vous avez parlé des grands projets, des projets phares. Est-ce que ces projets phares, ils sont importants, ils leadent en fait le projet du Grand Paris et ils servent de point d'ancrage pour d'autres projets, peut-être des projets de quartier, des projets de ville dont vous parlez? Vous savez, le 29 septembre dernier, avec mon ami Jean-Christophe Tortora, le président de la Tribune, et Cédric Blanchet, le président des notaires du Grand Paris, nous avons co-organisé les 24 heures du Grand Paris. 10 ans après, Nicolas Sarkozy est revenu poser, selon lui, une vision sur notre travail collectif de 10 ans écoulés, et puis peut-être une vision prospective sur les 10 prochaines années. Et il a rappelé quelque chose de très très important. Il ne peut pas y avoir de grandes avancées sans grandes ambitions. C'est fondamental. Nous avons besoin de transcendance, nous avons besoin de grands projets. Et ces grands projets, ça tombe plutôt bien, il y en a beaucoup. On connaît tous évidemment le Grand Paris Express, mais il y a des projets extrêmement ambitieux. Les JO sont un élément extrêmement fédérateur. Nicolas Ferrand et Solidéo font un travail exceptionnel pour aboutir. Pour autant, je veux aussi rappeler que le Grand Paris, même s'il est grand, gigantesque, parfois on dit pharaonique, c'est aussi une constellation de nombreux projets, de nombreuses initiatives. Je rencontrais le Michael Damiati, le maire de Crosne, ou lorsque vous allez à Louvre, par exemple, dans l'extrême nord de la région capitale, à l'est et à l'ouest, vous avez énormément d'initiatives plus modestes, mais tout aussi ambitieuses. Ambitieuses parce qu'il s'agit, à l'échelle des quartiers, de transformer la ville, de favoriser des projets urbains, mais qui sont ancrés dans la transition écologique. Et je crois que le trait d'union, au fond de tout ça, c'est le concept de la ville du quart d'heure de Carlos Moreno, très porté aussi par Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui consiste à imaginer la mixité sociale et fonctionnelle dans les futurs quartiers du Grand Paris pour plus tard. Il y a 10 ans, on parlait beaucoup de polycentrisme, de nouvelles centralités, et on voit qu'elles émergent, notamment autour des futures gares du Grand Paris Express. Maintenant, leur contenu doit être un contenu du quart d'heure, de proximité, de mixité, de facilité, d'action, de réversibilité. Le tout étant toujours, je le rappelle, que le Grand Paris, c'est la refondation de la ville sur elle-même.
Écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous Merci remercie, Thomas merci de Hans, m'avoir invité. de nous avoir apporté votre éclairage sur ces sujets. De votre côté, restez avec nous. Le live du Forum des projets urbains, ça continue.